Bon, quand ce combat a été annoncé, je pense que beaucoup de gens ont eu la même réaction. Une sorte de surprise et de curiosité. Parce que d'un côté, t'as Justin Gaethje, un gars qui est là depuis des années, qui a déjà combattu tous les monstres de la catégorie. Et de l'autre, t'as Paddy Pimblett, le phénomène médiatique, le chouchou assumé de l'UFC, le combattant qui passe de la 9ème à la 5ème place sans même combattre. Donc forcément, sur le papier, tu te dis que c'est bizarre, et que sportivement, ça ne fait pas énormément de sens. Et pourtant, très vite, le même discours est revenu partout. Paddy Pimblett va rouler sur Justin Gaethje. Et en réalité, je peux comprendre ce discours, si tu regardes uniquement le match-up. Car Paddy Pimblett est bien meilleur au sol que Justin Gaethje. Et surtout en général, Gaethje, quand il se retrouve sur son dos, ça devient compliqué. Sauf que quand tu prends un peu de recul, et quand tu regardes comment les combats de Paddy arrivent réellement au sol, et quand tu regardes comment Gaethje a été mis au sol dans sa carrière, l'histoire devient beaucoup moins simple. Parce que ce combat, c'est un combat entre un mec qui a besoin d'un moment précis pour gagner, et un mec qui peut dominer longtemps, mais qui n'a pas le droit à l'erreur. Et surtout, c'est un combat où beaucoup de gens confondent deux choses. Être dangereux au sol et savoir y emmener le combat. Donc la vraie question ce n'est pas est-ce que Paddy est meilleur que Gaethje au sol, la vraie question c'est est-ce que Paddy peut vraiment l'y emmener sans se faire démonter avant. Et pour comprendre ça, il faut commencer par un truc très simple, presque bête. Pourquoi tout le monde est convaincu que ce combat va finir au sol? Juste avant de commencer, petit rappel rapide, la plupart de mes vidéos sont démonétisées. Du coup si tu veux soutenir la chaîne, tu peux le faire en t'abonnant à la souscription à 1,99€. C'est pas grand chose, mais pour moi ça change tout. Merci à ceux qui le font, et maintenant, je vous souhaite une très bonne vidéo. Si aujourd'hui autant de gens sont convaincus que ce combat va se jouer au sol, c'est parce qu'il y a un raccourci logique que tout le monde fait. Paddy Pimblett est très fort au sol, Justin Gaethje est très mauvais au sol. Donc forcément, le combat va finir au sol. Et sur le papier, ça se tient. Quand Paddy est sur le dos de quelqu'un, c'est presque terminé. Il est calme, il prend son temps et il contrôle. A l'inverse, quand Gaethje est au sol, on voit très vite ses limites. Il n'y a pas vraiment de défense active, pas de vraie reconstruction de garde et très peu de résistance aux soumissions. Donc le scénario paraît évident. Paddy trouve le sol, Paddy gagne. Sauf que ce raisonnement mélange deux choses très différentes. Être dangereux au sol et savoir emmener le combat au sol. En fait, il y a plusieurs façons d'arriver au sol en MMA. Il y a des combattants qui sont comme des techniciens. Ils arrivent, rentrent sur les jambes au bon timing, tout est propre. Tu vois le takedown venir, mais tu peux rien faire. Et puis il y a une autre catégorie, des combattants qui ne cherchent pas le moment parfait, ils cherchent juste à ne jamais arrêter. En gros, imagine quelqu'un qui essaie d'ouvrir une porte. Il tire, elle s'ouvre pas. Il pousse, mais elle résiste encore. Du coup, il change d'angle, appuie sur le chambranle, la porte grince et à force de micro-ajustements, elle finit par céder. La lutte en chaîne, c'est ça. Prenons un exemple concret. Contre Chandler, Pimblett part sur un single leg, mais le timing est mauvais, donc Chandler défend sans problème. À ce moment-là, beaucoup de combattants auraient reculé, mais dès que Chandler retire sa jambe, Pimblett reste sur lui, attrape un bodylock, glisse dans le dos, puis soulève Chandler et l'emmène au sol. Le problème, c'est que ce système a une limite, car il y a des combattants qui défendent la lutte en pensant action par action. Ils défendent le shoot, puis ils défendent le bodylock, puis ils défendent le déséquilibre. Mais à chaque fois, ils défendent ce qui est en train d'arriver. Et c'est exactement ce que cherche un lutteur en chaîne. Et puis, il y a des combattants qui défendent le moment d'avant. Ils ne cherchent pas à sortir du bodylock, car ils ne cherchent à ne jamais laisser le bodylock s'installer. Ils ne cherchent pas à défendre la chute, car ils cherchent à ne jamais perdre l'équilibre. Et là, tout change. Parce que le chain wrestling repose sur le contact continu. Dès que ce contact est rompu, la chaîne se casse. Et c'est là que Justin Gaethje devient un vrai problème pour ce système. Pas parce qu'il est un meilleur lutteur, il ne l'est pas, mais parce que sa manière d'aborder un combat face à un lutteur est totalement différente. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder la dernière fois qu'on l'a vu affronter un vrai gros lutteur, Khabib Nurmagomedov. Et dès les premières secondes, Gaethje change complètement de comportement. Son premier réflexe, c'est la distance. Une très longue distance. Il se place également beaucoup plus bas sur ses appuis. Les hanches très en arrière, le buste prêt à reculer et se déplace énormément pour ne jamais être attrapé. Face à un lutteur, Gaethje ne veut surtout pas être à mi-distance, parce que c'est là que le lutteur peut rentrer. Alors il fait l'inverse, il reste loin et empêche le lutteur de venir au contact. Et même quand le lutteur finit par le toucher, Gaethje est toujours en mouvement. Regarde par exemple ici, Gaethje envoie un low kick, Khabib parvient à le saisir directement, à ce moment-là, Gaethje ne cherche pas à lutter. Il fait peser son poids avec la hanche, il place l'overhook, ce simple détail oblige Khabib à casser la prise. Et immédiatement après, Gaethje rompt le contact en pivotant. C'est moins spectaculaire qu'un énorme sprawl, mais c'est exactement ce qui casse la lutte en chaîne, parce que le lutteur n'a jamais le temps de s'installer. Alors si Gaethje refuse le contact, comment Paddy peut le forcer à exister? Le problème, quand ta meilleure arme ne se déclenche pas, c'est que t'as plus que deux options. Soit tu attends l'erreur, soit tu provoques l'erreur. Et Paddy Pimblett, il n'est pas du genre à attendre. Et là, on touche à un point clé. Parce que beaucoup de gens pensent que Paddy choisit d'échanger debout. En réalité, très souvent, il n'a pas le choix. Tout le monde n'est pas Khamzat Chimaev, et quand tu ne peux pas attraper quelqu'un proprement, tu dois le faire réagir. C'est exactement pour ça que Paddy utilise autant les blitz, les genoux sautés et les combinaisons un peu brouillonnes. Imagine quelqu'un qui essaie d'attraper un savon mouillé. Tant que le savon glisse, tu peux essayer autant que tu veux, tu n'attrapes rien.
À un moment, tu n'essayes plus d'être précis. Tu fais juste en sorte qu'il s'arrête de glisser, même une fraction de seconde. C'est exactement ce que Paddy cherche ici. Et c'est là que le combat bascule dans une zone dangereuse. Parce que plus Paddy force pour réduire l'espace, plus il s'expose. Et face à Geji, s'exposer, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Pour simplifier encore plus, si Paddy n'arrive pas à imposer son rythme au sol, rapidement, alors le combat glisse vers un territoire où le risque n'est plus symétrique. Parce que si Paddy doit forcer les échanges, il va devoir le faire face à l'un des contreurs les plus violents de la division. Et à partir de là, on n'a plus le choix. Il faut parler du striking. Tout d'abord, il faut comprendre une chose très simple. Les deux ne frappent pas pour la même raison. Paddy Pimblett frappe pour que quelque chose se passe. Justin Gaethje frappe quand quelque chose se passe. Paddy, quand il frappe, traîne de mauvaises habitudes. Quand il attaque, ses mains descendent, son menton monte, son équilibre devient plus fragile. Ce sont des réflexes qui viennent de son style très agressif et porté vers l'avant. Face à des adversaires qui reculent, ça ne se voit pas trop, parce que personne ne punit vraiment. Mais face à Justin Gaethje, c'est bien différent. Car Gaethje adore punir les mauvaises habitudes défensives. Et voilà un exemple. Dans la revanche contre Poirier, au premier round, Gaethje envoie régulièrement son bras arrière. Et Poirier défend toujours en le parant. Et au second round, Gaethje fait exactement le même mouvement, renvoie son bras arrière. Sauf que cette fois, ce bras sert à masquer. Pendant que Poirier part, le high kick connecte et le combat s'arrête. Mais attention, dire que Gaethje peut punir ses habitudes ne veut pas dire que tout son arsenal va fonctionner. Par exemple, ses low kicks. Gaethje les utilise énormément quand il veut garder un adversaire à distance ou punir quelqu'un qui entre trop frontalement en boxe anglaise. Le problème, c'est que ce scénario, il l'a déjà vécu. Contre Khabib Nurmagomedov. À l'époque, ces low kicks ont directement servi de déclencheur aux entrées en lutte. Résultat, ils se sont retournés contre lui. Et c'est difficile d'imaginer Gaethje refaire exactement la même erreur. Surtout contre un Pimblett qui étudie ses adversaires et prépare de vrais Kem blancs. Et d'ailleurs, s'il veut désamorcer la boxe de Gaethje, il a deux leviers très clairs. Le premier, c'est le jeu de kick. Et pour vous le prouver, je suis allé chercher des statistiques. Sur leurs 6 derniers combats, Gaethje a absorbé 84% des low kicks qu'on lui a envoyés. Paddy de son côté a touché 88% des low kicks qu'il a lancés. Autrement dit, les kicks peuvent passer. Gaethje a aussi montré des difficultés face au body kick, notamment quand il arrive après un changement de stance. On l'a vu contre Rafael Fiziev, et ce qui est intéressant, c'est que Paddy a clairement fait évoluer son jeu de kick et utilise davantage les changements de stance, comme on l'a vu contre Chandler. Le deuxième levier, c'est le clinch. Car à certains moments, face à un kicker, Gaethje décide parfois de fermer la distance en fonçant, et il lui arrive d'initier le clinch, souvent en over-under. Contre des poids légers comme Fiziev, il parvient à imposer sa force. Mais face à un énorme poids léger comme Pimblett, c'est une autre histoire. Et surtout, si Gaethje accepte que le combat s'installe là, même brièvement, il s'expose à un problème beaucoup plus grave que debout. Donc pour résumer en une phrase le combat, debout, Gaethje veut te punir dès que tu t'ouvres. Paddy veut casser la boxe et créer un accès. Et à partir de tout ça, le combat devient très simple à comprendre. Au début, Paddy va tester quelques kicks, et des entrées pas trop engagées, juste pour voir comment Paddy réagit. Gaethje, lui, risque de faire l'inverse. Il va rester calme et attendre la première ouverture. Et très vite, deux choses peuvent se passer. Scénario A, Gaethje réussit à rester à distance et à punir les entrées brouillonnes. Alors Paddy va devoir forcer et s'ouvrir dans cette configuration. Là, le combat peut basculer très vite. Scénario B, Paddy réussit à installer son jeu de kick et l'oblige à penser au corps et aux jambes. Alors, Gaethje va devoir fermer la distance. Et à partir du moment où il accepte le clinch, le combat change de nature. Et c'est ça, le vrai cœur du combat. Une question de timing. Paddy a besoin d'un seul moment, mais Gaethje n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est ça qui rend ce combat aussi tendu. Pas parce que l'un est meilleur que l'autre, mais parce que leur chemin vers la victoire ne se croise jamais. Et le premier qui obtiendra ce qu'il veut ne laissera probablement pas le temps à l'autre de s'en remettre.